Bonsoir l'Afrique, bonsoir à notre mère que nous aimons tous, bonsoir tous les Africains. Je tiens à remercier l'unique, le Dieu Tout-Puissant, immanent, transcendant, qui vit en toutes choses, qui m'a donné encore un jour de plus aujourd'hui. Du tout profond de mon cœur, je tiens à te remercier et à te glorifier et à te rendre grâce pour tes bienfaits pour moi et pour toute l'humanité, pour toute la création. Je tiens à honorer tous les dignes fils, nos ancêtres qui ont souffert et qui sont morts pour notre liberté. Je tiens à honorer le roi Sundiata Keita. Je tiens à honorer les Mani Congo. Je tiens à honorer l'Almami Toumari Touré Shaka Zulu. Je tiens à honorer le roi Béanzan. Je tiens à honorer Toussaint Louverture, Dessalines, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Modibo Keïta, Lumumba et beaucoup d'autres. Cette vidéo que je viens faire, c'est pour annoncer demain, le 5 septembre 2020. Il y a une grande mobilisation, détermination, démonstration de force à partir de 13 h, place de la République à Paris. C'est une manifestation panafricaine d'un soutien à la révolution malienne. Le 12, en janvier 2012, le Mali venait d'être envahi par des djihadistes et dit-on qu'on avait fait appel à la France, à l'armée française qui nous a envahis jusqu'à ce jour. Et le 1er septembre dernier, ils viennent de tuer encore un civil innocent. Ils sont là jusqu'à ce jour. Le 18 août 2020, une révolution s'est faite au Mali, que certains ont appelé coup d'État. Et pour nous, c'est une révolution que nous devons sauvegarder, que nous devons garder. Tous ceux qui se disent panafricains, que ce ne soit plus juste au bout des lèvres, mais que ce soit dans le concret. C'est pourquoi, demain, nous avons une seule manifestation à la place de la République. Maliens, Ivoiriens, Sénégalais, Togolais, Béninois, Camerounais, Gabonais, tous à la place de la République pour aller répondre à la CEDEAO, pour aller répondre à Ouattara qui est en train de mettre la pression sur le Mali. Voilà le message que je voulais faire passer. Pour ceux qui ne savent pas tout ce qui se passe au Mali, d'horreur, des gens qu'on est en train de tuer gratuitement, tout le complot qui se passe au Mali, je vous laisse de suivre donc cet article-là que vous allez suivre, en fait, un ancien diplomate français au Mali. Écoutez ce qu'ils disent pour comprendre la gravité. Et arrêtons de manger juste le mafé, la sauce graine, le tchèpoudjan et venons aujourd'hui défendre l'Afrique qui a besoin de nous. Voilà. C'est ça dont on a besoin. Et ne nous disons pas panafricains tant qu'on n'a jamais fait quelque chose pour l'Afrique. Voilà. Suivons donc cet article-là. Ce petit reportage-là que j'ai découpé pour vous. Capacité d'assurer la sécurité et elles n'ont pas à leur actif des victoires contre les groupes dits terroristes. Et puis troisième objectif, c'est d'intervenir en faveur de la population. Mais là, c'est la même main qui tue des terroristes, donc des parents des populations locales, et qui en même temps interviendraient en faveur de la population. Et là, on est dans la schizophrénie qu'on a connue en Afghanistan, enfin quand je dis on, la communauté internationale, et qui a échoué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être la main qui tue et la main qui aide. Ça n'est pas possible. Et donc c'est un nouvel Afghanistan. Ben, on est exactement dans les mêmes erreurs. Et en plus, on apparaît aux yeux de la population comme étant des soutiens d'un régime totalement corrompu. Parce qu'on fait la guerre là-bas, il faut appeler un chat, donc on tue des gens. Donc pour avoir une légitimité, nous, armée étrangère, à tuer des gens qui appartiennent à ces populations locales, on est adossé aux autorités de ces pays. Donc il faut qu'on s'adosse sur une légitimité forte pour que nous puissions bénéficier de cette légitimité. Mais quand les régimes n'ont plus de légitimité, quand ils sont perçus par la population comme étant corrompus, que c'est l'incurie généralisée, nous n'avons plus de légitimité à agir. Il s'est passé exactement la même chose en Afghanistan avec le régime d'Hamid Karzai. Et au résultat, on donne des arguments aux groupes qu'on est censé combattre. Et ça devient plus facile pour ces groupes-là, dits terroristes, de convaincre la population que le camp des Occidentaux est le camp qui permet aux corrompus de se maintenir. Ce 1er septembre, un civil a été tué au Mali par des soldats français dans un incident impliquant 2 autres blessés. Est-ce que ça peut alimenter justement ce rejet de la France ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un rejet de la France. En tout cas, il y a clairement un sentiment d'hostilité vis-à-vis de l'armée française. N'oublions pas qu'en France, on a été libéré par l'armée américaine et qu'on a célébré le départ de l'armée américaine quand le général de Gaulle leur a demandé de fermer leur base en France. Donc, une armée étrangère qui reste longtemps sur un territoire national, elle est toujours perçue comme une armée d'occupation, à terme. Donc, il y a plutôt un rejet, et il y a un rejet de la politique française. Il n'y a pas un rejet de la France en tant que telle. Il y a toujours un désir de France, mais on n'est clairement pas au rendez-vous de ce désir de France. Donc le civil qui a été tué, oui, on fait la guerre là-bas. Donc de temps en temps, il y a des dommages. C'était le terme employé par le porte-parole de l'OTAN à l'époque de la guerre en Yougoslavie, c'est les dommages collatéraux. Oui, on fait la guerre, ça tue des gens et ça tue parfois des innocents. Et comme on n'appelle pas un chat, on s'étonne que ça puisse arriver. Je vous rappelle que le ministère de la Défense en France ne dit pas qu'on tue des terroristes, mais qu'on neutralise. D'ailleurs, on n'arrive pas à nommer les choses. On fait des communiqués en disant qu'on a neutralisé des terroristes. Alors, on leur pose jamais la question de qu'est-ce que vous entendez par neutraliser, parce que c'est mise en état de nuire, mais là, c'est dans le cas d'espèce, à chaque fois, c'est tuer. Donc, il faut le dire. Nous avons tué des présumés terroristes, parce que quand on les bombarde, on suppose qu'on a touché des gens qu'on pense être des terroristes, mais pour savoir si ce sont des vrais terroristes, selon nos normes, il faudrait qu'ils soient traduits devant la justice et qu'on puisse établir un processus contradictoire et qu'on puisse établir effectivement qu'ils ont été terroristes. Donc on est dans l'euphémisation généralisée et après on s'étonne que les réalités font irruption sur la scène et tout d'un coup on découvre que la guerre ça tue des gens. Oui. Dans une tribune dans Le Monde, vous écrivez que l'armée française et la DGSE n'auraient pas dû se compromettre avec des groupes armés touaregs réclamant l'indépendance de la Zawad. En quoi le fait de se faire des alliés sur le terrain est-il un facteur d'échec en fait ? Donc demain, on appelle tout le monde. Actuellement, Ivoirien, si vous ne le savez pas, Ouattara est dans les tractations, nous savons, avec l'Élysée. Et il y a aussi un autre document que je vais vous montrer tout à l'heure là, que le journaliste est en train de dire que la France ne veut plus se salir les mains dans le problème ivoirien parce que la France est toujours là. Elle est toujours là pour se battre pour ses intérêts. Elle soutient Ouattara. Voilà. Et ils sont en difficulté parce que le peuple ivoirien est debout. Voilà. C'est ça la vérité. C'est la seule chose. Parce que le peuple ivoirien est debout et ne veut pas se laisser faire. C'est pourquoi demain nous appelons tous les Ivoiriens, soyons au rendez-vous. Demain, place de la République à partir de 13h. Voilà. La présence de tout le monde est demandée. Voilà. Donc je vous laisse encore suivre cet élément-là pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. C'est maintenant, bonjour. On ne le croirait pas, mais une féroce campagne électorale se déroule en ce moment à Paris. Oui, à Paris, la campagne électorale ivoirienne. Alors devine qui vient déjeuner. Allez. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. C'est maintenant, bonjour. On ne le croirait pas, mais une féroce campagne électorale se déroule en ce moment à Paris. Oui, à Paris, la campagne électorale ivoirienne. Alors devine qui vient déjeuner à l'Élysée. Le président ivoirien Alassane Ouattara, son entourage se félicite, mais l'Élysée ne confirme pas le rendez-vous. Il ne figure pas sur l'agenda officiel, il n'y aura pas de photo. C'est dire l'embarras de Paris. La France redoute d'être de nouveau entraînée dans une crise ivoirienne. On peut toujours répéter la France-Afrique c'est terminé, sauf que l'armée française est à Port-Bouët, la logistique de Barkhane transite par le port d'Abidjan, la Côte d'Ivoire est aussi la capitale économique de toute la zone, et l'intérêt de la France, c'est donc la stabilité. Or, justement, la dernière présidentielle, il y a 10 ans, s'est terminée avec 2 vainqueurs. Il a fallu que les marsouins mettent fin au bain de sang. L'avant-dernière fois, il y a 20 ans, le pays s'est brisé en deux. À la clé, toute une spirale de règlement de compte. Et d'ailleurs, ça recommence. Il y a eu au moins une vingtaine de morts en août. Cette semaine, à Beyrouth et à Bagdad, Emmanuel Macron a pris des risques politiques évidents, des risques diplomatiques, mais le plus grave des risques, c'est celui qu'il court aujourd'hui dans sa salle à manger. Le président Alassane Ouattara est candidat à un 3e mandat, et si l'Élysée l'accueille, c'est que la France le laisse faire ? C'est un homme obstiné, ivoirien, sinon son objectif. Il avait promis de ne pas s'accrocher au pouvoir. Emmanuel Macron l'avait chaudement applaudi, mais le dauphin désigné, le Premier ministre, est mort cet été
son cœur a lâché. Et au lieu de repousser le scrutin, de rechercher le consensus, Alassane Ouattara est redescendu dans l'arène. Il a fait don de sa personne au pays, est reconnu. Avec un tour de passe-passe, ce n'est pas un troisième mandat, mais le premier mandat de la nouvelle constitution. Le cardinal archevêque d'Abidjan l'a appelé cette semaine à la raison au nom du respect du droit. En vain, le porte-parole du président a riposté en allant sur le parvis de la cathédrale, sermonner publiquement le prélat. Ça dit l'ambiance. Et les rivaux du président l'accusent de tricher. Évidemment, il crie au voleur. Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle tombé en disgrâce, vit en exil à Paris. Il a envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour qu'il récuse la candidature Ouattara. L'ancien président Henri Konan Bédier en a fait autant. Il a 86 ans, toujours candidat. Enfin, Laurent Gbagbo qui vient de passer 7 ans dans les geôles de la Cour pénale internationale avant d'obtenir un non-lieu, rêve de revanche. Et avec Alassane Ouattara, ils sont donc 4. Ils se détestent, ils se connaissent par cœur, ils se détestent par cœur, s'accusent les uns et les autres d'être illégitimes et ils sont prêts à mener le pays en enfer. Tous dénonceront l'ingérence de la France s'ils n'obtiennent pas le soutien de l'Élysée. Merci Vincent Hervouette, le regard international tous les matins, 7h15 sur Europe 1. Donc, Africains, demain c'est une démonstration de force, s'il vous plaît. Ne faisons pas honte à cette lutte que nous faisons. Parce que pour les Africains, au Mali, on a gagné, c'est fini. On peut aller se reposer. C'est comme ça que les nègres arrangent leurs problèmes. Et pourquoi après, vous venez vous plaindre pourquoi ça n'a pas marché. Une révolution, on la suit. On la contrôle pour qu'on ne vous la vole pas. Voilà. Donc, demain, on appelle les Maliens, les Ivoiriens et toute l'Afrique. Soyons nombreux à répondre présent. Ouattara est dans